Bienvenue sur Voyage dans l'inconnu, la chaîne idéale pour vous détendre, rêver et plonger dans des mondes fascinants grâce à nos histoires audio. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation exclusive du célèbre roman policier Je ne suis pas coupable, titre original Sad Cypress d'Agatha Christie, mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot. Ce récit captivant est parfait pour accompagner vos moments de relaxation ou vous aider à trouver le sommeil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par cette intrigue mystérieuse et pleine de rebondissements. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires audio relaxantes. Bonne écoute. Dans Je ne suis pas coupable, Agatha Christie nous entraîne dans une enquête palpitante où amour, jalousie et vengeance se mêlent. L'histoire suit Elinor Carlyle, une jeune femme accusée du meurtre de Mary Gerard, une ancienne infirmière dont la beauté et l'ascension sociale suscitaient des jalousies féroces. Le docteur Peter Lord, un ami de longue date d'Elinor, fait appel au célèbre détective Hercule Poirot pour prouver l'innocence de la jeune femme. Entre indices trompeurs, témoignages contradictoires et secrets enfouis, Poirot devra démêler le vrai du faux pour découvrir la vérité derrière ce crime apparemment parfait. Chapitre 1. Les ombres du passé. Dans la petite ville anglaise de Maidensford, où les rues pavées serpentaient entre les cottages fleuris et les vastes demeures aristocratiques, un drame avait frappé le paisible domaine de Hunterbury. C'était l'été 1939, une période où les ombres de la guerre commençaient à planer sur l'Angleterre. Mais ici, dans ce coin reculé du pays, les préoccupations étaient d'un autre ordre. Mary Gerard, une jeune femme aimée de tous pour sa gentillesse et sa beauté, avait été retrouvée morte dans la cuisine du manoir Carlyle. Son décès brutal avait plongé la communauté dans une stupeur silencieuse, rapidement remplacée par des murmures accusateurs. Elinor Carlyle, héritière du domaine, avait été arrêtée presque immédiatement après la découverte du corps. La police avait trouvé des preuves accablantes contre elle, des traces d'un poison violent dans les restes alimentaires qu'elle avait préparés ce jour-là, ainsi que des témoignages suggérant qu'elle avait eu une altercation avec Mary peu avant sa mort. Pourtant, Elinor clamait son innocence avec une fermeté qui déconcertait même ses détracteurs. Elle refusait cependant de fournir un alibi clair ou de discuter des événements du jour fatidique, ce qui nourrissait encore davantage les soupçons. Le docteur Peter Lord, un médecin local respecté et ami d'enfance d'Elinor, ne pouvait accepter cette version des faits. Il connaissait Elinor depuis toujours et savait combien elle était droite et honnête. Bien qu'il fût conscient que les apparences jouaient contre elle, il sentait au fond de lui qu'elle n'avait pas pu commettre un tel acte. Déterminé à prouver son innocence, il fit appel à Hercule Poirot, le célèbre détective belge dont la réputation n'était plus à faire. Poirot, intrigué par l'affaire, accepta immédiatement l'enquête. Dès son arrivée à Maidensford, il se mit au travail avec sa minutie habituelle. Sa première étape fut de visiter le domaine de Hunterbury, théâtre du crime. Le manoir, bien que majestueux, portait les stigmates d'une époque révolue. Les murs couverts de lierre semblaient de garder les secrets de générations entières, et Poirot comprit rapidement que l'histoire familiale des Carlyle jouerait un rôle central dans cette affaire. Il commença par interroger Mrs. Bishop, la gouvernante du domaine, une femme austère aux gestes mesurés. Elle raconta comment Elinor avait passé la journée dans la cuisine, préparant des sandwichs destinés à être partagés avec Mary. Selon elle, rien ne semblait suspect jusqu'à ce que Mary s'effondre après avoir bu une tasse de thé. Mrs. Bishop ajouta que Mary avait paru nerveuse toute la matinée, comme si elle redoutait quelque chose. Cette remarque piqua l'intérêt de Poirot, qui nota mentalement l'importance de cette observation. Un autre témoin crucial était Orlick, le jardinier taciturne. Lorsque Poirot l'interrogea, il confirma avoir entendu une dispute entre Elinor et Mary juste avant le drame. « Je ne mérite pas ce qui m'arrive », aurait dit Mary selon lui, avant de recevoir une réponse glaciale d'Elinor.
Tu ne mérites pas ce qui t'arrive, Mary. » Ces mots avaient été perçus comme une preuve accablante contre Elinor. Mais Poirot n'était pas convaincu. Il remarqua que personne n'avait vu ce qui s'était passé exactement après cet échange, et la mémoire humaine, souvent sélective, pouvait facilement être influencée. En creusant davantage, Poirot découvrit que Mary avait reçu une importante somme d'argent peu avant sa mort, léguée par un mystérieux bienfaiteur. Cette information ajouta une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Qui pourrait vouloir protéger ou nuire à Mary au point de commettre un meurtre? Et pourquoi Elinor, malgré ses protestations d'innocence, refusait-elle de coopérer pleinement avec la police? Alors qu'il rassemblait les pièces du puzzle, Poirot réalisa que chacun des suspects cachait des secrets remontant à des années en arrière. Dans cette atmosphère tendue, même les souvenirs les plus anodins pouvaient devenir des armes dangereuses. Le passé semblait peser lourdement sur le présent, et chaque détail, aussi insignifiant soit-il, pouvait révéler une vérité cruciale. La nuit tombait sur Hunterbury lorsque Poirot se retira dans sa chambre pour réfléchir. Les ombres du passé continuaient de hanter ces lieux, et il savait que seul un esprit méthodique et perspicace pourrait démêler les fils de cette intrigue complexe. Mais une chose était certaine. Derrière cette façade de respectabilité se cachaient des passions dévorantes, des jalousies féroces et peut-être même une vengeance soigneusement orchestrée. Chapitre 2. Les pièges de la mémoire. Le lendemain matin, Hercule Poirot se leva tôt, prêt à poursuivre son enquête avec la même minutie qui avait fait sa renommée. La lumière dorée du soleil levant filtrait à travers les rideaux de sa chambre au Hunterbury Arms, une auberge modeste mais charmante située non loin du domaine Carlyle. Il buvait tranquillement une tasse de café noir, savourant l'arôme riche et corsé, tout en réfléchissant aux indices qu'il avait déjà collectés. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, méritait d'être examiné sous toutes ses coutures. Sa première étape fut de rendre visite à Roderick Wellman, l'ex-fiancé d'Elinor Carlyle. Roderick vivait désormais dans un petit cottage isolé à quelques kilomètres de Maidensford, entouré de champs verdoyants et de haies bien entretenues. Lorsque Poirot frappa à la porte, il fut accueilli par un homme élégant mais visiblement tourmenté. Roderick semblait avoir vieilli prématurément depuis la rupture avec Elinor. Ses traits étaient marqués par l'inquiétude, et ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Pendant leur entretien, Roderick admit sans détour qu'il avait développé des sentiments pour Mary Gérard, après l'avoir rencontrée lors d'une fête organisée par Elinor. Cette confession n'était pas surprenante. Les ragots locaux avaient déjà abondamment spéculé sur ce triangle amoureux. Cependant, ce qui intrigua Poirot fut la manière dont Roderick raconta cette histoire. Il parlait de Mary avec une admiration sincère, presque obsessionnelle, mais aussi avec une pointe de regret. « Elle était différente des autres femmes que j'ai connues, » expliqua-t-il. « Si pure, si innocente. » Elinor ne pouvait pas comprendre ce que je ressentais pour Mary. Poirot écouta attentivement, notant chaque inflexion dans la voix de Roderick. Ce dernier ajouta qu'il avait rompu ses fiançailles avec Elinor peu avant la mort de Mary, affirmant qu'il voulait éviter de lui faire davantage de mal. Pourtant, il insista sur le fait qu'il n'avait aucun lien avec le crime. « J'étais à Londres ce jour-là, » dit-il fermement. « Vous pouvez vérifier mes allées et venues auprès de mes amis ou de mon chauffeur. Je n'aurais jamais pu faire de mal à Mary. » Bien que Roderick paraisse sincère, Poirot sentit qu'il y avait quelque chose de non dit dans son récit. Peut-être ne mentait-il pas directement, mais il omettait certainement des informations cruciales.
Le détective nota cela dans son carnet, décidé à revenir sur ce point plus tard. Après avoir quitté Roderick, Poirot se rendit à l'hôpital local où Mary Gérard avait travaillé comme infirmière avant sa mort. Là-bas, il interrogea plusieurs collègues qui avaient côtoyé la jeune femme. Toutes s'accordaient à dire que Mary était aimable, travailleuse et appréciée de tous. Cependant, une infirmière nommée Miss Hopkins, une femme sévère, aux cheveux grisonnants, mentionna un détail troublant. Mary recevait souvent des lettres anonymes, confia-t-elle. Elles contenaient des menaces ou des accusations désagréables. Je lui ai conseillé de porter plainte, mais elle pensait que c'était juste une mauvaise plaisanterie. Cette information captiva immédiatement Poirot. Des lettres anonymes. Voilà un nouvel angle à explorer. Il demanda à Miss Hopkins si elle avait conservé ses courriers ou si elle se souvenait de leur contenu précis. Malheureusement, elle secoua la tête. Non, je n'en sais pas plus. Mais je suis sûr qu'elle provenait de quelqu'un qui la connaissait personnellement. Certaines phrases étaient trop spécifiques pour être écrites par un inconnu. De retour à Hunterbury, Poirot continua son investigation en interrogeant d'autres domestiques du domaine. Parmi eux, Orlick, le jardinier, attira particulièrement son attention. Lors de leur premier entretien, Orlick avait affirmé avoir entendu une dispute entre Elinor et Mary peu avant le drame. Mais lorsque Poirot revint vers lui pour creuser davantage, le jardinier sembla hésitant, comme s'il craignait de trop en dire. « Vous avez mentionné hier que vous aviez entendu des mots échangés entre Mrs. Carlyle et Miss Gérard », rappela Poirot. « Pouvez-vous me donner plus de précision ? Quel ton employait-elle ? Étaient-elles en colère ? Ou simplement anxieuses ? » Orlick se tortilla nerveusement avant de répondre. « Eh bien, elles ne criaient pas vraiment, mais leur voix était tendue. Mrs. Carlyle disait quelque chose à propos de justice et de payer le prix. Et puis Miss Gérard a répondu qu'elle ne méritait pas ce qui lui arrivait. Après ça, elles sont rentrées dans la maison et je n'ai plus rien entendu. » Ces mots confirmèrent une fois de plus la complexité des relations entre Elinor et Mary. Mais Poirot remarqua autre chose dans le comportement d'Orlick, une gêne palpable, comme s'il dissimulait encore quelque chose. Le détective décida donc de fouiller discrètement autour du potager où travaillait le jardinier. Sous un tas de feuilles mortes près de la serre, il découvrit une vieille bouteille vide portant encore des traces de produits chimiques suspects. Intrigué, il la mit de côté pour analyse future. En fin de journée, Poirot retourna voir Elinor Carlyle en prison. Bien qu'elle fût toujours silencieuse et distante, il réussit à obtenir un indice crucial. Elinor mentionna brièvement qu'elle soupçonnait Mary d'avoir reçu une aide financière importante de quelqu'un du village. Cette piste rejoignait celle des lettres anonymes et des tensions autour de l'héritage familial. Alors qu'il retournait à son auberge, Poirot sentit que les pièces du puzzle commençaient lentement à s'emboîter. Toutefois, il restait confronté à un dilemme central. Pourquoi Elinor refusait-elle de coopérer pleinement ? Était-ce parce qu'elle protégeait quelqu'un ? Ou parce qu'elle-même cachait une vérité qu'elle ne pouvait pas révéler ? La nuit tombait doucement sur Maidensford, enveloppant la ville d'un voile paisible. Pourtant, dans l'esprit de Poirot, les rouages tournaient sans relâche. La mémoire humaine, trompeuse et subjective, constituait un véritable piège dans cette affaire. Chaque souvenir devait être analysé avec soin. Chaque mot pesé avec précision, car derrière ces apparences trompeuses se cachait peut-être la clé du mystère. Chapitre 3. Les masques tombent. Le troisième jour de son enquête, Hercule Poirot sentait que les masques commençaient à tomber. Chaque personne qu'il interrogeait révélait un peu plus de vérité,
ou du moins une facette de la vérité qu'elle voulait bien montrer. Ce n'était pas une tâche facile. À Maidensford, comme dans tant d'autres petites villes, les apparences étaient souvent trompeuses, et les secrets enfouis sous des couches de respectabilité menaçaient de ressurgir à tout moment. Ce matin-là, Poirot décida de se concentrer sur 2 pistes majeures, la mystérieuse somme d'argent reçue par Mary Gérard et les lettres anonymes mentionnées par Miss Hopkins. Ces 2 éléments semblaient intimement liés, mais il lui manquait encore le fil conducteur qui permettrait de connecter tous les points. Il commença par rendre visite à Mrs. Wellman, la grand-mère d'Elinor Carlyle, qui résidait dans une maison voisine de Hunterbury. Bien que fragile et alitée, Mrs. Wellman avait toujours été une figure influente dans la région. Elle connaissait tout le monde et semblait avoir ses propres opinions sur ce qui s'était passé. Lorsque Poirot entra dans sa chambre, elle l'accueillit avec un sourire poli, mais distant. « Ah, monsieur Poirot, dit-elle d'une voix faible mais claire. Je suppose que vous êtes ici pour parler de cette affreuse histoire impliquant ma petite fille, Elinor. » Poirot inclina légèrement la tête. « En effet, madame. Vous étiez proche de Mary Gérard, je crois. » Mrs. Wellman soupira, son regard se perdant dans le vague. « Oui, très proche. J'ai veillé à ce qu'elle reçoive une bonne éducation, loin de cette petite ville. Elle méritait mieux que ce que la vie lui avait donné jusqu'alors. Mais elle hésita, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Il y avait quelque chose chez Mary qui attirait les jalousies. Certaines personnes ne supportant pas de la voir réussir là où elles avaient échoué. Cette remarque intrigua Poirot. « Vous pensez donc que quelqu'un aurait pu vouloir lui nuire ?» Mrs. Wellman haussa les épaules. « Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que Mary était entourée d'amis, mais aussi d'ennemis. Et certains d'entre eux étaient beaucoup plus proches qu'on ne le pense. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Poirot, alors qu'il quittait la maison de Mrs. Wellman. Il réalisa que derrière les sourires courtois et les politesses feintes se cachaient peut-être des rancunes profondément ancrées. La mort de Mary n'était pas seulement un crime isolé. Elle semblait être le résultat d'une accumulation de tensions et de rivalités. Sa prochaine étape fut de retourner à l'hôpital pour approfondir la piste des lettres anonymes. Cette fois, il demanda à consulter le dossier personnel de Mary Gérard. Après quelques négociations avec l'administration, il obtint l'autorisation d'examiner ses affaires personnelles, conservées dans un placard depuis sa mort. Parmi les objets récupérés figuraient plusieurs lettres manuscrites, dont certaines portaient effectivement des messages menaçants. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Rédigée en lettres découpées dans des journaux, elle disait simplement « Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Sois prête à payer le prix. » Poirot examina attentivement chaque fragment de papier, cherchant des indices sur son origine. Il remarqua que certains caractères provenaient d'un même article, ce qui suggérait que la lettre avait été préparée rapidement, sans grande sophistication. Cela indiquait probablement que l'auteur était quelqu'un de proche, agissant dans la précipitation. Mais ce qui troubla le plus Poirot fut la signature tracée au bas de la lettre, un simple dessin représentant un cyprès stylisé. Ce symbole lui rappelait vaguement quelque chose, mais il ne parvenait pas encore à mettre le doigt dessus. Il rangea soigneusement la lettre dans son carnet, décidé à y revenir plus tard. En fin de journée, Poirot organisa une rencontre avec Peter Lord, le médecin qui avait initialement fait appel à lui. Ils se retrouvèrent dans un petit café du centre-ville où Peter commanda 2 tasses de thé noir fumant. Le jeune médecin semblait fatigué, mais déterminé à aider Elinor coûte que coûte. « Alors, avez-vous trouvé quelque chose de nouveau ?» demanda-t-il, visiblement anxieux. Poirot posa sa tasse et répondit calmement
Plusieurs choses, en réalité, mais rien qui ne nous mène directement au coupable. Chaque suspect cache encore des secrets, et certains d'entre eux sont plus redoutables qu'ils n'en ont l'air. Peter fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire » Poirot marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Disons simplement que Mary Gérard n'était pas seulement aimée pour sa gentillesse. Elle était également enviée, jalousement surveillée, et peut-être manipulée par ceux qui l'entouraient. Son héritage inattendu, sa relation avec Roderick Wellman, tout cela a contribué à créer une atmosphère explosive. » Peter acquiesça lentement. « Je vois. Mais comment pouvez-vous prouver qu'Elinor n'est pas coupable ?» Poirot sourit légèrement. « Patience, mon ami. La vérité finit toujours par émerger. Pour l'instant, je dois continuer à creuser, à chercher ces petits détails qui font toute la différence. » Après leur discussion, Poirot retourna à Hunterbury pour examiner une dernière fois les lieux du crime. Dans la cuisine, il observa longuement la table où les sandwichs avaient été préparés. Selon les témoignages, Elinor avait servi ses sandwichs à Mary avant que cette dernière ne s'effondre. Mais Poirot restait convaincu que le poison n'avait pas été administré dans la nourriture. Ses soupçons se portaient désormais sur le thé. Il demanda aux autorités locales d'effectuer une nouvelle analyse des restes alimentaires, insistant sur l'importance de tester spécifiquement la tasse de thé utilisée par Mary. Pendant ce temps, il reprit contact avec Orlick le jardinier pour lui poser une question cruciale. « Dites-moi, Mr. Orlick, avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir de la cuisine ce jour-là, mis à part Mrs. Carlyle et Miss Gérard ?» Orlick sembla hésiter puis murmura « Eh bien, maintenant que vous en parlez, j'ai vu Miss Hopkins passer près de la fenêtre de la cuisine. Elle portait quelque chose dans les mains, mais je n'ai pas prêté attention à ce que c'était. » Cette information changea tout. Poirot savait désormais qu'il devait confronter Miss Hopkins, l'infirmière qui avait mentionné les lettres anonymes. Était-elle impliquée dans le meurtre? Ou n'était-elle qu'un pion dans un jeu beaucoup plus complexe? Alors que la nuit tombait sur Maidensford, Poirot sentit que l'affaire prenait un nouveau tournant. Les masques tombaient un à un, révélant des vérités difficiles à accepter. Mais une chose était certaine. Derrière chaque secret se cachait une autre pièce du puzzle. Chapitre 4. Le fil de la vérité. Le 4e jour de son enquête, Hercule Poirot sentit que l'affaire entrait dans une phase cruciale. Les indices accumulés jusqu'ici formaient un tableau complexe, mais certaines pièces manquaient encore pour compléter le puzzle. Ce matin-là, il décida de concentrer ses efforts sur 2 fronts principaux. Confronter Miss Hopkins, l'infirmière qui semblait être au cœur de plusieurs pistes troublantes, et analyser les résultats des tests effectués sur les restes alimentaires retrouvés dans la cuisine de Hunterbury. Il commença par se rendre à l'hôpital où travaillait Miss Hopkins. Lorsqu'il demanda à la voir, elle accepta immédiatement, bien que son expression trahisse une légère inquiétude. Dans une petite salle de repos réservée au personnel, Poirot s'assit face à elle, son regard perçant fixé sur la femme sévère aux cheveux grisonnants. « Miss Hopkins, » dit-il calmement, « je dois vous poser quelques questions supplémentaires concernant Mary Gérard. » Elle hocha la tête, visiblement nerveuse. « Bien sûr, monsieur Poirot, je ferai de mon mieux pour vous aider. » Poirot sortit alors la lettre anonyme portant le symbole du cyprès stylisé. « Reconnaissez-vous ceci ?» demanda-t-il en la lui tendant. Miss Hopkins pâlit légèrement en voyant le document. Elle baissa les yeux, évitant le regard scrutateur de Poirot. « Oui, j'ai vu ce genre de lettre auparavant. C'est horrible, n'est-ce pas ?» Poirot inclina la tête, intrigué. « En effet. Mais savez-vous d'où elles proviennent ?
Ou pourquoi Mary recevait-elle de telles menaces? Elle secoua la tête avec véhémence. Non, je n'en ai aucune idée. Ces lettres étaient effrayantes, mais je pensais que c'était juste une mauvaise plaisanterie. Poirot observa attentivement ses réactions. Il savait qu'elle cachait quelque chose, mais il décida de ne pas la presser immédiatement. Au lieu de cela, il changea de sujet. « Parlez-moi de votre présence à Hunterbury le jour du meurtre. Mr. Orlick m'a mentionné vous avoir vu passer près de la fenêtre de la cuisine. Que faisiez-vous là-bas » Miss Hopkins sembla déstabilisée par cette question inattendue. Après un moment d'hésitation, elle répondit « J'étais venue apporter des médicaments pour Mrs. Wellman. Elle souffrait de douleurs chroniques et avait besoin de soins réguliers. Je suis passé par la cuisine pour prendre un verre d'eau avant de monter dans sa chambre. » Poirot nota mentalement cette explication, tout en continuant à observer son langage corporel. Son attitude indiquait qu'elle était mal à l'aise, comme si elle craignait d'en dire trop. Il décida de creuser davantage. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la cuisine? Ou vu quelqu'un manipuler le thé ou les sandwichs ?» Elle fronça les sourcils, feignant l'innocence. « Non, rien de particulier. Tout semblait normal. » Poirot acquiesça, bien que convaincu qu'elle dissimulait une partie de la vérité. Il remercia poliment Miss Hopkins et prit congé, décidé à vérifier son emploi du temps et à approfondir son implication dans l'affaire. Les résultats des analyses. De retour à son auberge, Poirot reçut enfin les résultats des nouvelles, analyses demandées sur les restes alimentaires. Comme il l'avait soupçonné, aucune trace de poison n'avait été détectée dans les sandwichs préparés par Elinor Carlyle. En revanche, des traces significatives de cyanure avaient été identifiées dans les résidus de thé retrouvés dans la tasse utilisée par Mary Gerard. Cette confirmation renforça sa conviction que le poison avait été administré via le thé, probablement après que Mary eut mangé les sandwichs. Cela impliquait que quelqu'un était entré dans la cuisine entre le moment où Elinor avait servi les sandwichs et celui où Mary avait bu son thé. Miss Hopkins, aperçue près de la fenêtre, devenait donc une suspecte clé. Une nouvelle pièce du puzzle. Pour élargir son champ d'investigation, Poirot décida de fouiller davantage dans le passé de Mary Gerard. Il rendit visite à une vieille amie de la famille Gerard, Mrs. Rundell, qui vivait dans une maison modeste à l'extérieur de Maidensford. Mrs. Rundell accueillit Poirot avec méfiance, mais elle finit par se détendre lorsqu'il expliqua qu'il cherchait simplement à comprendre qui était vraiment Mary. Mary était une jeune femme exceptionnelle, dit Mrs. Rundell avec nostalgie, douce, travailleuse, toujours prête à aider les autres. Mais elle avait aussi un côté rêveur, une ambition qui dérangeait certains ici. Poirot saisit cette opportunité pour poser une question cruciale. « Savez-vous si Mary avait reçu une aide financière importante ces dernières années ?» Mrs. Rundell hocha la tête. « Oui, c'est vrai. Elle parlait souvent d'un bienfaiteur anonyme qui lui avait permis de poursuivre ses études d'infirmière. Elle ne connaissait pas son identité, mais elle disait qu'il ou elle avait écrit une lettre expliquant qu'il souhaitait l'aider parce qu'elle méritait une chance dans la vie. » Cet élément intrigua profondément Poirot. Un bienfaiteur, anonyme. Était-il possible que cette personne ait eu des motivations plus sombres? Peut-être espérait-elle influencer Mary ou exercer un contrôle sur elle? Confrontation finale avec Elinor. Plus tard dans la journée, Poirot retourna voir Elinor Carlyle en prison. Cette fois, il aborda directement le sujet de Mary et de son héritage financier. « Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné cette aide financière lorsque nous avons discuté précédemment ?» demanda-t-il sans détour. Elinor leva les yeux vers lui, surprise. « Parce que je ne pensais pas que c'était pertinent. J'ai appris cela par hasard,
lors d'une conversation avec Mary. Elle m'a dit que quelqu'un lui avait donné de l'argent pour qu'elle puisse étudier, mais elle ignorait qui c'était. Poirot hocha la tête, réfléchissant intensément. « Et que ressentiez-vous à ce sujet ?» Elinor soupira, visiblement fatiguée. « Je ne sais pas. Peut-être de la jalousie au début. Mary avait toujours eu cette capacité à attirer les bonnes choses dans sa vie. Alors que moi, elle s'interrompit, incapable de continuer. Poirot comprit alors qu'Elinor avait caché certains aspects de son histoire, non pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle se sentait humiliée par sa propre faiblesse. Elle aimait Mary, mais leur relation était empoisonnée par des sentiments contradictoires, admiration, jalousie, colère, un dessein révélateur. En rentrant à son auberge, Poirot examina à nouveau la lettre anonyme portant le symbole du cyprès stylisé. Soudain, il réalisa pourquoi ce dessin lui paraissait familier. Il se rappelait l'avoir vu gravé sur une plaque commémorative dans le jardin de l'hôpital où Mary travaillait. C'était le logo d'une association caritative locale qui soutenait les jeunes infirmières prometteuses. Cette découverte changea tout. Le bienfaiteur anonyme de Mary pourrait très bien être lié à cette association. Et si Miss Hopkins, membre respecté de l'hôpital, avait utilisé cette connexion pour manipuler Mary, voire la menacer? Alors que la nuit tombait sur Maidensford, Poirot sentit qu'il tenait enfin le fil conducteur de cette affaire. Chaque indice pointait désormais vers une seule direction, Miss Hopkins. Mais il devait encore assembler toutes les pièces du puzzle pour prouver sa culpabilité. La vérité était proche, mais il restait encore quelques obstacles à surmonter. Chapitre 5. Une nouvelle perspective. Le 5e jour de son enquête, Hercule Poirot sentit qu'il touchait enfin au cœur de l'affaire. Les indices accumulés formaient désormais un tableau presque cohérent, mais il manquait encore une pièce maîtresse pour confirmer ses hypothèses. Ce matin-là, il décida de se concentrer sur Miss Hopkins, dont le rôle dans cette tragédie semblait de plus en plus central. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Une accusation précipitée risquerait de compromettre toute l'enquête. Retour. À l'hôpital, Poirot commença sa journée par une nouvelle visite à l'hôpital où travaillait Miss Hopkins. Cette fois, il ne chercha pas à la confronter directement. Au lieu de cela, il demanda à consulter les archives de l'association caritative mentionnée sur la lettre anonyme, celle portant le symbole du cyprès stylisé. Après quelques négociations avec l'administration, il obtint accès au dossier des bénéficiaires et des donateurs. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Parmi les documents figuraient des traces de dons importants faits au nom de Mary Gerard, tous provenant d'un compte anonyme géré par Miss Hopkins elle-même. Elle avait utilisé sa position d'infirmière en chef pour manipuler les fonds de l'association, transférant discrètement de l'argent à Mary sous couvert de bienfaisance. Mais pourquoi? Était-ce simplement pour aider une jeune femme prometteuse, ou y avait-il une autre motivation derrière ce geste? Poirot réalisa que ces dons pouvaient avoir été utilisés comme un moyen de contrôle. En aidant Mary financièrement, Miss Hopkins aurait pu exercer une influence subtile sur elle, peut-être même la menacer si elle tentait de révéler quelque chose. Cette théorie troublante expliquerait les lettres anonymes et les tensions autour de l'héritage familial. Une conversation déterminante. Fort de ces nouvelles informations, Poirot organisa une rencontre avec Peter Lord, le médecin qui avait fait appel à lui. Ils se retrouvèrent dans un petit café tranquille, où Poirot exposa calmement ses soupçons. « Miss Hopkins est impliquée. J'en suis convaincu, dit-il. Mais je dois encore comprendre pourquoi elle aurait voulu nuire à Mary. » Peter fronça, les sourcils visiblement choqués.
Vous pensez vraiment qu'elle pourrait être coupable? Elle a toujours semblé si dévouée à son travail. Poirot hocha la tête. Les apparences sont souvent trompeuses, mon ami. Miss Hopkins a joué un rôle crucial dans la vie de Mary, non seulement en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que mentor et bienfaitrice, peut-être trop crucial. Si Mary avait découvert la vérité sur ses dons, ou pire, si elle avait menacé de tout révéler, cela aurait pu pousser Miss Hopkins à agir de manière désespérée. Peter resta silencieux un moment, assimilant ces révélations. « Que comptez-vous faire maintenant? Je vais la confronter, » répondit simplement Poirot. La confrontation. Lorsque Poirot retourna à l'hôpital, il demanda à voir Miss Hopkins dans une salle privée. Lorsqu'elle entra, son visage était impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Poirot la salua poliment avant de poser une question directe. « Pourquoi avez-vous donné cet argent à Mary Gérard ?» Miss Hopkins. Elle le regarda, surprise, puis essaya de minimiser l'affaire. C'était une jeune femme talentueuse qui méritait une chance. J'ai simplement voulu l'aider. Poirot secoua doucement la tête. « Non, madame. Vous avez utilisé votre position pour manipuler les fonds de l'association caritative. Et vous avez également envoyé ces lettres anonymes à Mary, n'est-ce pas ?» Miss Hopkins blêmit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Poirot sortit alors la lettre portant le symbole du cyprès stylisé. « Ceci est votre signature, madame. Vous avez pris soin de découper les mots dans des journaux, mais vous avez négligé un détail. Le logo de l'association correspond exactement à celui utilisé dans vos propres archives. » Elle s'effondra sur sa chaise, vaincue. Après un long silence, elle murmura. « Très bien, j'avoue. J'ai aidé Mary parce que je pensais qu'elle avait un grand potentiel, mais elle a commencé à poser trop de questions. Elle voulait savoir d'où venait l'argent. Et puis... » Sa voix se brisa. « Et puis ?» insista Poirot. « Elle a appris que j'avais falsifié certains documents pour obtenir cet argent. Elle m'a menacé de tout révéler. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Un dernier obstacle. Bien que Miss Hopkins ait avoué son implication, Poirot savait qu'il devait encore prouver qu'elle avait administré le poison à Mary. Il revint à Hunterbury pour interroger une dernière fois Orlick, le jardinier. Celui-ci confirma avoir vu Miss Hopkins entrer dans la cuisine peu avant la mort de Mary. « Elle portait une petite bouteille dans sa main, » ajouta-t-il. « Je pensais que c'était juste du médicament pour Mrs. Wellman. » Poirot comprit alors que Miss Hopkins avait versé le cyanure dans le thé de Mary pendant qu'elle était distraite. Tout concordait. Alors que la nuit tombait sur Maidensford, Poirot rassembla toutes les preuves et prépara sa conclusion. Chaque indice pointait désormais vers Miss Hopkins, mais il restait une dernière étape, réunir tous les suspects pour leur exposer la vérité. La justice était proche, mais il fallait encore officialiser cette résolution. Chapitre 6. La révélation finale. Le 6e et dernier jour de son enquête, Hercule Poirot savait qu'il était temps de révéler la vérité. Chaque indice, chaque témoignage et chaque confrontation avait conduit à ce moment crucial où tous les suspects seraient rassemblés pour entendre ses conclusions. Le mystère entourant la mort de Mary Gérard allait enfin être élucidé. La réunion décisive Poirot choisit le salon de Hunterbury comme cadre pour cette révélation finale. Le lieu, chargé d'histoire et de souvenirs, semblait parfaitement adapté pour dévoiler les vérités enfouies sous les apparences trompeuses. Il demanda à Peter Lord d'inviter Elinor Carlyle, libérée temporairement pour l'occasion, Roderick Wellman, Orlick, Mrs. Bishop et bien sûr Miss Hopkins. Tous acceptèrent,
intrigué par la promesse d'une explication définitive. Lorsque tout le monde fut installé, Poirot prit place au centre de la pièce, son regard perçant balayant l'assemblée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'une voix calme mais ferme, nous sommes ici aujourd'hui pour résoudre une tragédie qui a bouleversé cette communauté. Mary Gérard, une jeune femme aimée et admirée, a été empoisonnée dans cette maison. Jusqu'à présent, beaucoup ont cru qu'Elinor Carlyle était coupable. Mais la vérité est bien plus complexe. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la pièce. Les visages des participants reflétaient un mélange de curiosité, de tension et pour certains, de peur, reconstruction des événements. Poirot poursuivit en expliquant comment il avait reconstitué les événements du jour fatidique. Mary Gérard a mangé des sandwichs préparés par Elinor Carlyle, continua-t-il. Cependant, aucune trace de poison n'a été trouvée dans ces sandwichs. En revanche, des analyses ont confirmé que le thé bu par Mary contenait du cyanure. Cela signifie que quelqu'un a administré le poison après que Mary ait mangé. Il se tourna alors vers Miss Hopkins. « Vous, madame, avez été vue entrant dans la cuisine peu avant la mort de Mary. Vous portiez une petite bouteille que vous avez probablement utilisée pour verser le cyanure dans sa tasse de thé. » Miss Hopkins pâlit, mais ne répondit pas immédiatement. Poirot continua, implacable. « Votre implication dans cette affaire va au-delà de cet acte isolé. Vous avez également manipulé les fonds d'une association caritative pour aider financièrement Mary Gérard. Mais lorsque Mary a commencé à poser des questions sur l'origine de cet argent, et peut-être même menacé de tout révéler, vous avez décidé qu'elle devait être réduite au silence. » Les motivations de Miss Hopkins. Poirot s'adressa ensuite directement à Miss Hopkins, dont le visage était maintenant livide. « Pourquoi avoir fait cela ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi avoir aidé Mary si c'était pour finalement la tuer ?» Miss Hopkins baissa la tête, vaincue. Après un long silence, elle murmura « Je voulais seulement donner une chance à Mary. Elle méritait mieux que cette vie misérable à Maidensford. Mais quand elle a découvert la vérité sur les dons, sa voix trembla. Elle a dit qu'elle irait voir la police. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Tout ce que j'avais construit aurait été ruiné. » Poirot hocha lentement la tête. « Vous avez donc choisi de sacrifier Mary pour protéger votre réputation. Mais en agissant ainsi, vous avez commis une erreur fatale. Vous avez sous-estimé la perspicacité d'un enquêteur, innocence d'Elinor Carlyle. » Poirot se tourna ensuite vers Elinor Carlyle, qui observait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. « Madame Carlyle, dit-il, vous n'êtes pas coupable de ce crime. Votre rôle dans cette affaire a été mal interprété à cause des apparences et de certaines omissions de votre part. Mais vos actions, y compris votre refus de coopérer, pleinement, étaient motivées par des sentiments complexes envers Mary, et non par une intention criminelle. » Elinor leva les yeux vers lui, des larmes brillant dans son regard. « Merci, monsieur Poirot, » chuchota-t-elle. « Merci de m'avoir donné une chance de prouver mon innocence. » Conclusion et réflexion. Poirot conclut son exposé en s'adressant à l'ensemble de l'Assemblée. Cette affaire nous rappelle une vérité universelle. Derrière chaque secret se cache une autre vérité. Les apparences peuvent tromper, les motivations humaines sont souvent ambiguës et la justice exige toujours une analyse minutieuse des faits. Il marqua une dernière pause, puis ajouta « Mary Gérard était une victime de circonstances tragiques. Son histoire nous rappelle combien il est important de respecter la dignité et la vérité, même face aux tentations du pouvoir ou de la vengeance. » Après la révélation de Poirot, Miss Hopkins fut arrêtée et conduite devant la justice. Elinor Carlyle, quant à elle, fut libérée de toute accusation.
Bien qu'elle fût innocente, elle décida de quitter Maidensford pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, loin des souvenirs douloureux liés à Mary et à Roderick. Quant à Roderick Wellman, il réalisa tardivement à quel point ses propres actions avaient contribué à la tragédie. Son amour pour Mary et sa rupture avec Elinor avaient créé des tensions insupportables. Il se retira dans son cottage, rongé par le remords. Hercule Poirot, satisfait d'avoir résolu cette énigme complexe, quitta Maidensford avec la certitude que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait triomphé. Comme toujours, il avait prouvé que même les crimes les plus sophistiqués ne pouvaient échapper à l'œil vigilant d'un détective méthodique. Voilà, chers auditeurs, la conclusion captivante de « Je ne suis pas coupable ». Si cette histoire audio relaxante vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette aventure avec vos amis. Dormez bien et laissez-vous emporter par nos prochaines histoires palpitantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.